Avant qu'il n'entre dans la salle de crise, vous vous souvenez peut-être qu'il avait publié un message sur Truth Social où il disait deux choses très importantes. Je vais me concentrer sur la première. 2 points. D'abord, à la fin du message, il disait qu'il se rendait dans la salle de crise pour prendre une décision finale. Il était très affirmé, très clair sur son objectif pour cette réunion. Je ne suis pas sûr d'être très clair en le disant, mais j'essaie. Et puis, tout en haut du message, il écrivait « L'Iran doit accepter de ne jamais posséder d'armes ou de bombes nucléaires. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement. » C'est ce qu'il a dit d'entrée de jeu. Or, l'Iran a toujours affirmé ne pas vouloir de bombes nucléaires. Donc cette partie-là, c'était un peu pour la forme. Mais la deuxième, le détroit d'Ormuz doit être ouvert, sans péage. Ça, c'était le vrai message. Il y a environ 3 heures, le Parlement iranien a déclaré, en gros, « Et si on faisait ça ? On va adopter une loi pour officialiser notre décision d'imposer légalement notre gestion sur le détroit d'Ormuz. » Donc, avec ce projet de loi, prêt à être voté, approuvé puis transformé en loi, l'Iran dit en quelque sorte « Peu importe ce que vous avez dit hier, voici ce que nous faisons. » Et bien sûr, il y a aussi des tensions avec le sultanat d'Oman. On y reviendra dans un instant. Mais un autre point important, c'est que du côté iranien, ils ont été très clairs. Il y a plusieurs éléments non négociables. On vous a déjà rapporté ce qu'a dit le professeur Morandi, et cela rejoint exactement les déclarations publiques des plus hauts dirigeants iraniens. Il y a plusieurs points sur lesquels ils ne transigeront pas. Et hier, avec Nima Al-Horshi, on vous a montré qu'il insistait sur un point. Peut-être que le plus important de tous les éléments non négociables, c'est la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban. On en parle depuis un moment, c'est un peu le repère, la ligne de fond. Qui va contrôler qui? Est-ce que le président Trump va contrôler Netanyahou ou est-ce que c'est Netanyahou qui va contrôler Trump? Et voici le titre qui est tombé juste avant qu'on prenne l'antenne. L'armée israélienne étend ses opérations dans le sud du Liban. Donc quoi qu'il se passe en coulisses, quoi que le président Trump essaye de dire à qui que ce soit, voilà les faits, voilà les preuves. C'est ça qui compte le plus. Quelle est la réalité sur le terrain? Oubliez ce que disent les uns et les autres. Hier, j'ai fait une émission où je vous ai montré que le président Trump avait tenu toute une série de déclarations. Toutes sortes d'affirmations, de manifestations, de revendications et tout le reste. Rien de tout ça ne s'est réalisé. Alors la question maintenant, c'est où allons-nous à partir d'ici? Et même avant de savoir où nous allons, voyons déjà ce qui s'est passé hier. J'aimerais accueillir M. Barnes. Nous sommes vraiment reconnaissants de l'avoir avec nous. C'est un avocat constitutionnaliste, très fin connaisseur de la politique, et c'est pour ça qu'on est ravis de l'avoir aujourd'hui. Il est aussi très bien connecté à Washington, même s'il vit dans le Tennessee. Vous pouvez le retrouver sur X, ainsi que dans son émission avec Viva Fry, sur vivabarneslaw.locals.com. Robert, je suis vraiment heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, surtout un samedi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Oui, ça a été une période intéressante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, c'est vrai. Et je comprends que tu doives protéger tes sources et tout ça. Je sais aussi que tu peux pas tout dire, mais j'espère que tu pourras quand même nous donner un petit aperçu. Parce que hier, Trump avait l'air tellement sûr de lui. Il disait « Je vais prendre une décision finale là-dessus ». Il entre dans cette réunion à la Maison-Blanche, dans la salle de crise, et puis il en ressort, et là tout le monde dit qu'il n'y a pas de réponse. Il n'a rien publié sur Truth Social, en tout cas rien que j'ai vu il y a quelques minutes. Fox News ne dit rien, Newsmax non plus. Même Axios reste plutôt silencieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé pendant cette réunion? Et pourquoi n'a-t-on pas eu de décision?
En gros, le même accord est sur la table pour le président depuis plus d'un mois, depuis le début du mois d'avril. L'accord initial de cessez-le-feu prévoyait un arrêt des combats partout, y compris au Liban et du côté d'Israël, et aucune forme de blocus. Et si le blocus était levé et qu'il y avait un cessez-le-feu au Liban, alors le détroit d'Ormuz restait ouvert à la navigation. Il y avait une sorte de redevance environnementale, peu importe comment on l'appelle, un droit de passage à payer. Mais à l'époque, c'était ça, l'accord. Il ne prévoyait pas de libération de fonds, pas d'allègement des sanctions. Il exigeait seulement qu'il n'y ait pas de blocus et pas de guerre israélienne dans le sud du Liban. Israël l'a violé immédiatement. Israël a refusé de se retirer. Finalement, Trump a réussi à s'imposer un peu sur la question d'Israël. Et Israël a décidé d'instaurer une sorte de cessez-le-feu, enfin ce qu'on appelle un cessez-le-feu israélien. Ensuite, le vice-président Vance, qui menait les négociations depuis un certain temps, a réussi à convaincre le président d'autoriser l'ouverture du détroit, en confirmant pleinement cette décision. Mais à la place, Trump a inventé de toutes pièces un accord qui n'existait pas et a décidé de maintenir le blocus. À partir de ce moment-là, le détroit est resté fermé. Et depuis, ce que fait l'Iran, c'est que dès que les États-Unis violent un accord, l'Iran en demande davantage. Ils savent qu'ils doivent faire payer à Trump le fait de ne pas respecter ses propres engagements. Et maintenant, ils exigent la libération des fonds. Et l'Iran n'agira que si une action est entreprise. Ils se moquent complètement de savoir ce que Trump signe ou ne signe pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Pour eux, ça veut dire voir des navires sortir du blocus, voir le déploiement militaire américain revenir à ce qu'il était avant l'été 2025. C'est ce niveau-là qu'ils exigent. Et tant qu'ils n'auront pas reçu les fonds gelés par les États-Unis, directement ou indirectement, et jusqu'à ce que, pardon, j'ai attrapé un peu de votre tout. Oui, exactement. Exactement. Et tant qu'ils ne verront pas Israël quitter le sud du Liban, ils n'ouvriront pas le détroit. Ça, on l'a répété encore et encore. Et donc, à cause des erreurs de Trump, l'Iran a dû durcir ses exigences. Le vice-président Vance va pousser Trump à accepter ses demandes, puis il changera d'avis, parfois dans la journée, parfois d'un jour à l'autre, parfois même en quelques minutes. Trump est incapable de tenir un accord qu'il a lui-même conclu, à cause de ses difficultés de prise de décision et de sa démence frontale comportementale, qu'on ne teste pas, d'ailleurs, dans les examens dont on parle en ce moment. Ces tests ne sont pas faits par le président. À la place, on fait semblant qu'il est en parfaite santé, que ses bleus viennent du fait qu'il serre trop de mains, et ce genre de choses. C'est assez pitoyable, ce qui s'est passé au cabinet du médecin là-bas. Mais en gros, on avait un autre accord, et Trump n'a pas tenu parole. Encore une fois, dès qu'il entend la moindre critique du lobby pro-israélien ou des gens de Fox News, il se replie aussitôt. Dès qu'il entend qu'on le compare à Obama, il panique. Il se met dans un coin et dit non, on va exiger quelque chose de totalement différent. Et maintenant, il prétend que l'Iran acceptera ça, alors qu'il sait très bien que l'Iran n'acceptera pas. La réalité, c'est que tant qu'on n'aura pas réduit nos opérations militaires au niveau où elles étaient avant l'été 2025, tant qu'on n'aura pas mis fin au blocus, tant qu'Israël ne sera pas sorti du Liban, et tant qu'au moins 12 milliards de dollars ne seront pas arrivés sur les comptes iraniens à partir des fonds américains gelés, le détroit restera fermé. Et l'économie mondiale, elle, se rapprochera encore et encore du bord du gouffre. Tu sais, c'est vraiment un point essentiel et même assez incroyable dans la chronologie que tu viens de rappeler. Je crois que c'était le 8 avril qu'on avait trouvé un accord et qu'Abbas Araghchi et Trump prévoyaient apparemment tous les deux
de publier en même temps sur leurs réseaux sociaux pour annoncer que le détroit était ouvert et que tout le monde allait s'ouvrir pour qu'on puisse entamer des négociations. Et comme tu l'as souligné, à ce moment-là, il n'était pas question de 24 milliards de dollars. Il n'était pas non plus question de tant de sanctions, en réalité. L'idée, c'était d'ouvrir d'abord, puis de discuter. Et puis quand Trump a publié son message, il a ajouté que leur blocus, lui, resterait fermé. Et bien sûr, quelques heures plus tard, tout a été annulé et rien n'a jamais été ouvert. Et l'accord qu'on aurait pu avoir à l'époque était bien meilleur que tout ce qui est sur la table aujourd'hui. Parce que l'Iran, comme vous venez de le voir, ou comme les gens viennent de le voir avec ce message que j'ai publié il y a une seconde, enfin c'était la nuit dernière, ce matin, eh bien le Parlement iranien a déclaré « Écoutez, maintenant on va simplement le codifier. On l'a déjà. » Donc apparemment, ce n'est même plus une option. Et on a aussi des problèmes avec Oman et d'autres encore. Alors, où est-ce qu'on va à partir de là? Je voudrais avoir votre réaction à quelques événements survenus depuis cette réunion. Mais surtout, selon vous, quelle est la suite? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Le vice-président Vance essaie sans arrêt d'obtenir le meilleur accord possible. Et Trump, lui, le fait exploser à chaque fois. Il retire le tapis sous leurs pieds. De plus en plus, j'en viens à appeler ça le deuxième mandat de Trump. La présidence du rug pull a commencé avec ses crypto-monnaies parodiques et elle s'est poursuivie jusqu'à la guerre avec l'Iran. Les dossiers Epstein ont soutenu des gens comme Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene. Mais, comme je l'avais dit la dernière fois que je suis venu, si Massie gagnait, on se retirerait. En revanche, s'ils arrivaient à faire tomber Massie, ça pousserait Trump à rester. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a mal interprété les résultats de ces élections. Les conservateurs âgés qui regardent Fox News peuvent dominer une primaire républicaine dans le Kentucky rural, mais ils ne vont pas dominer les élections au Sénat, au poste de gouverneur ou à la Chambre cet automne. Mais Trump adore tout mélanger ces temps-ci. But Trump loves to confabulate these days. His good decision-making days are gone. Ses bons jours, en matière de prise de décision, sont derrière lui. Et le résultat, c'est que toute la Maison-Blanche marche sur des œufs, essaie de le supplier de conclure un accord. Il accepte un accord, puis revient dessus quelques minutes, parfois quelques instants plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Iran ne se fie plus à rien de ce qu'il dit, ne croit plus à la moindre promesse, ne fait plus confiance à ce qu'il signe, ni à ce qu'il transmet par les médiateurs au Pakistan, à Oman ou en Chine, qui jouent tous un rôle, tout comme la Russie, dans ces négociations. Et la réalité, c'est que si les Saoudiens et les Qataris veulent se protéger, ils ne peuvent pas compter sur un président affaibli, incapable de décider et prisonnier de son ego. Je veux dire, la façon dont certaines personnes présentes aux réunions d'hier l'ont décrit, c'était « Trump n'aime plus le jouet, Trump jette le jouet, Trump crie jusqu'à ce qu'il ait un nouveau jouet ». En gros, c'est l'état d'esprit d'un enfant de 2 ans. C'est celui de mon petit-fils. Et malheureusement, c'est là où en est le président. Du coup, il n'arrive pas à le faire agir. Et maintenant, l'Iran ne se fiera plus qu'aux actes. Il se moque de ce qu'il dit, il se moque de ce qu'il signe. Il a trahi toute confiance, tout crédit sur ce plan-là. Ils sont en alerte permanente face à une possible attaque. Ce qu'on a dit aux États-Unis, c'est qu'ils doivent voir les navires lever le blocus. Ils doivent constater le début du retrait de notre présence militaire dans le Golfe pour revenir au moins au niveau d'avant l'été 2025. Ils ont besoin de voir de l'argent sur leur compte bancaire. Et ils ont besoin de voir Israël quitter le sud du Liban. Tant qu'ils n'auront pas ces 4 éléments, le détroit restera fermé. Et franchement, c'est malin de leur part. Si les Saoudiens et les Qataris sont sérieux, ils doivent... Je sais qu'il y a eu des discussions en coulisses, surtout du côté qatari,
sur la possibilité de fermer les bases militaires américaines dans la région d'ici un an. Ils doivent aller plus loin. Il faut que ça devienne public. Il faut, pour être clair, une humiliation constante et continue de Trump jusqu'à ce qu'il adopte une position raisonnable. Sinon, il fera plonger l'économie mondiale et le Parti républicain avec. Oui, ça, je ne suis pas sûr que cette réalité est vraiment frappée encore. Parce que beaucoup de gens pensent toujours, je parle surtout des républicains, ceux qui sont en poste ou qui veulent l'être, qu'il ne faut surtout pas se mettre à dos Trump. Ils ont encore peur de le contrarier, parce qu'ils croient qu'il garde un vrai pouvoir électoral, comme il l'a apparemment montré dans l'affaire Thomas Massie ici. Je sais qu'il y a une nuance que vous venez de mentionner, mais malgré tout, l'impression reste la même. Tout le monde a peur de s'opposer à ça. Donc, je ne pense pas qu'on puisse attendre beaucoup d'aide de ce côté-là. Mais tu sais quoi, Robert? J'aimerais qu'on regarde un peu ce qui pourrait se passer ensuite, avec toutes ces forces contraires ici à Washington, qui tirent Trump dans des directions différentes. Mais je veux surtout remettre tout ça en perspective. On vient de parler de la distance qu'il y a entre le 8 avril et ce qu'on peut probablement obtenir maintenant. Laisse-moi te montrer où on en était au départ. Voilà, Marco Rubio et Steve Witkoff. Ils présentaient la justification de la guerre et ils en exposaient aussi les objectifs. Regarde ça. Ils fabriquent. Il y avait bel et bien une menace imminente. Et cette menace, c'était que nous savions que si l'Iran était attaqué, et nous pensions qu'il le serait, il s'en prendrait immédiatement à nous. Et nous n'allions pas rester là, à encaisser le premier coup, avant de réagir. Le département de la Défense avait estimé que si nous faisions ça, si nous attendions qu'il nous frappe après avoir été attaqué par un autre, disons par Israël, alors en attendant work, nous verrions beaucoup plus de pertes et de morts. Désolé, ça c'était la version non autorisée de Marco Rubio, qui reconnaissait que la menace imminente était en réalité une attaque israélienne contre l'Iran. Désolé. Voici maintenant les déclarations réelles, ensuite corrigées par Rubio et Witkoff. Ils fabriquent leurs propres centrifugeuses pour enrichir ce matériau, donc il est presque impossible de les arrêter. Ils en ont une réserve inépuisable. Le matériau enrichi à 60% sont peut-être porté à 90%, c'est-à-dire de qualité militaire, en environ une semaine, 10 jours tout au plus. C'est impressionnant. Laissez-moi vous expliquer ça très simplement. L'Iran est dirigé par des fous, des fanatiques religieux. Leur ambition, c'est d'avoir l'arme nucléaire. Ils veulent développer ces armes derrière un programme de missiles, de drones et de terrorisme pour que le reste du monde n'ose pas les toucher, par peur de ces menaces. Et aujourd'hui, ils sont plus faibles que jamais. C'est le moment d'agir contre eux. Le président a pris la décision d'y aller. Leur retirer leurs missiles, leurs marines, leurs drones, leur capacité à fabriquer tout ça, pour qu'ils ne puissent jamais posséder l'arme nucléaire. Alors, on avait dit qu'ils ne pouvaient pas avoir de missiles, pas de marine, pas de drones, pas d'industrie, et rien du tout en matière nucléaire. C'est ce qu'on avait fixé. C'était le 2 mars. Et tout ça, comme l'a dit Witkoff, il l'a répété chez Sean Hannity, surtout avant même que la guerre ne commence. Il disait, mon Dieu, il pourrait être à une semaine, 10 jours tout au plus, d'avoir la bombe nucléaire. On devait intervenir. Voilà où on en était à ce moment-là. Tu crois qu'on verra ne serait-ce qu'une trace de tout ça à la fin? Non, pas du tout. En fait, je veux dire, c'était déjà un peu une fiction. Comme toujours, toutes ces affirmations soi-disant factuelles sont fausses, et nos propres services de renseignement l'ont démontré.
Même si Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, a maintenant été écartée. Amaryllis Fox, son adjointe, qui est aussi la belle-fille de Robert Kennedy, a elle aussi été poussée dehors. Joe Kent a démissionné pour protester contre cette guerre. Michael Anton, du département d'État, a lui aussi démissionné. C'est lui qui avait conçu la stratégie de sécurité nationale, affirmant que nous ne ferions plus de guerre au Moyen-Orient. Il a quitté son poste en signe de protestation cet hiver. Donc tout ce qu'il reste aujourd'hui dans le camp anti-guerre, c'est le vice-président Vance et le sous-secrétaire à la Défense Elbridge Colby, celui qui a rédigé la stratégie de défense nationale, qui disait elle aussi qu'on ne ferait plus de guerre au Moyen-Orient. Tous les autres ont été écartés, poussés dehors, chassés par le lobby israélien et par les décisions erratiques de Trump, malgré tout ce que ces gens ou leurs représentants ont pu raconter aujourd'hui. Voilà la réalité. La vérité finira par sortir, tôt ou tard. Du coup, des personnes comme le vice-président Vance se retrouvent encore plus isolées parce qu'il y a une guerre interne menée par le camp Rubio et le lobby israélien pour marginaliser Vance. Ils font des fuites vers des médias liés à Murdoch, comme le Daily Mail, le New York Post ou le Wall Street Journal, entre autres. Vance, lui, ne se concentre pas sur ses propres ambitions présidentielles pour 2028, parce qu'il voit bien ce qui se profile. À ce rythme, les républicains se feraient balayer aux élections de mi-mandat et en 2028, principalement à cause de cette guerre. Et c'est ça qui le motive. Les services de renseignement et le Pentagone ont répété à plusieurs reprises au président, tout comme la secrétaire à l'énergie, Mme Wright, que cette impasse ne peut pas durer. Nous n'avons pas d'option militaire d'escalade qui soit viable pour atteindre les objectifs que vous avez évoqués. Il n'existe plus non plus de mécanisme diplomatique pour y parvenir. Certains de ces objectifs auraient pu être atteints avant la guerre, mais plus maintenant. Il n'y a pas non plus de levier économique suffisant, parce que nous subissons bien plus de pression économique que les Iraniens. Les Iraniens ont déjà survécu à des conditions bien plus dures, notamment quand une partie de leur pétrole ne sortait plus pendant la période du Covid, sous les sanctions de 2019, et aussi pendant celle de 2013, qui étaient bien plus restrictives qu'aujourd'hui. Ils ont vu affluer des sommes énormes en mars et en avril, à cause de la flambée massive du prix du pétrole iranien. En clair, le résultat, c'est que l'Iran est en position de force. Ils supportent bien mieux la pression que nous, et ils peuvent monter les tensions de façon bien plus dangereuse pour nous. Et c'est ça qui leur donne l'avantage. Donc, on ne va pas voir leurs missiles, leurs drones ou leur capacité de production diminuer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Et comme on l'a appris, le Pentagone fait fuiter, la CIA fait fuiter, les services de renseignement font fuiter. Tout ça parce que le président n'écoute pas. Et ils savent qu'il lit le New York Times tous les jours. Alors ils se disent, faisons publier un article dans le New York Times, comme ça il se rappellera ce qu'il était censé comprendre avant. Tristement, c'est comme ça qu'ils sont obligés de fonctionner. C'est pour ça qu'ils divulguent autant d'informations. C'est ce qu'ils disent. 80 à 90% de leur capacité de missile est toujours là. 80 à 90% de leur capacité de drone aussi. Leur véritable force aérienne, ce sont leurs missiles et leurs drones. Et leur véritable marine, ce sont les drones sous-marins, les vedettes rapides, les mini-sous-marins. Tout ça est encore là. Tout ça reste pleinement opérationnel. Tout ça peut encore infliger d'énormes dégâts aux intérêts économiques des États-Unis et du monde. Trump en a été informé à plusieurs reprises. L'armée dit qu'il n'existe aucune option militaire viable. Donc il sait qu'il n'a pas d'autre choix, à part se retirer ou conclure un accord. Mais il ne signera jamais un accord qui ressemble, même de loin, à celui d'Obama. En réalité, la seule option que le président a aujourd'hui pour limiter les dégâts, c'est de se retirer.
mais il ne veut pas le faire sans sauver la face d'abord. But he doesn't want to exit without saving face first. And that's the And let me problem. ask you a question on that. Et laissez-moi vous poser une question à ce sujet, parce que Gary vient justement d'afficher quelque chose à l'écran. Vous disiez qu'il n'y a quasiment plus personne du côté du vice-président Vance pour défendre un peu de bon sens. Mais on dirait que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, lui, est toujours prêt à replonger dans le conflit, dans le combat. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? What do you know about that? Yes, I mean, basically, he's fallen off the wagon hard. Oui, en gros, il déraille complètement. Tu vois, il retombe à fond dans le wagon néocon, peut-être même dans d'autres wagons aussi. Mais bon, Hegseth, comme l'a très bien dit Max Blumenthal de The Grey Zone, il est à fond pour cette guerre depuis le début. Et il adore ça. Franchement, c'est du pur casting de série B. Oui, du casting de série B. Si tu voulais tourner un mauvais film d'action, ce serait exactement ça, cette guerre. Donc oui, il est toujours à fond. Il aime toujours ce côté viril, ce machisme. Il vit toujours dans le déni. C'est pour ça que le bureau du vice-président Vance a dû passer par la presse encore une fois pour s'assurer que Trump le lise dans les journaux le lendemain matin, que Hegseth continue de lui mentir. Hegseth va le voir et contredit ce que le général Keane ou d'autres ont dit au président dans d'autres réunions. Et il lui sort « Non, on peut totalement l'éliminer. Non, on peut complètement intensifier l'escalade. No, we can fully take him out. No, we can totally escalate. No. Non, ils sont complètement affaiblis. He will repeat overt and open lies to the Il répète régulièrement des mensonges flagrants et assumés au président, simplement parce qu'il veut être perçu comme le gagnant. Il sait très bien que politiquement, une fois cette guerre terminée, si elle se conclut sur des termes défavorables, c'est fini pour lui. Fini politiquement, fini publiquement. Il restera dans l'histoire comme le secrétaire à la défense ou le secrétaire à la guerre, le plus désastreux et le plus stupide de l'histoire américaine. Il sait donc qu'il y a une forte probabilité qu'il soit destitué si les démocrates reprennent la Chambre à l'automne, à cause des crimes de guerre qu'il continue de commettre encore aujourd'hui dans différentes zones des Caraïbes, où on tue toujours des pêcheurs en prétendant qu'ils sont des trafiquants de drogue. Sans parler de ce qu'il a fait dans cette guerre, notamment le meurtre des jeunes filles dans l'école de filles. Alors oui, il continue de mentir au président, d'alimenter ses délires, ses illusions de grandeur, tout ça. Il lui fournit de fausses informations, de faux renseignements. Et il représente un obstacle majeur à tout accord de paix, même si tout le monde au Pentagone est en désaccord avec lui et a déjà dit au président que Hegseth lui ment. with him and has told the president Hegseth is lying to him. Wow. Well, let's take a look at what. There's a couple Wow. of different pieces here I wanna Bon, show you. regardons un peu ce qu'on a là. Il y a plusieurs éléments que je veux te montrer. D'abord, ça pourrait peut-être être un bon signe. J'aimerais que t'en parles. Je vais te montrer ici Rebecca Heinrichs sur Fox hier, après la réunion qui n'a pas abouti à cette décision claire dont le président Trump avait parlé avant. Et Rebecca Heinrichs, franchement, elle a toujours été un peu comme Hegseth, à fond dans le combat. Mais écoute bien ce qu'elle dit ici. Et pendant que tu écoutes, souviens-toi de ce que je viens de te montrer à propos de ce qu'ont affirmé Rubio et surtout Witkoff sur toute cette histoire nucléaire. Tu sais ce truc où ils disaient qu'en février, ils étaient à 10 jours d'avoir la bombe atomique et qu'il fallait donc aller les bombarder. Mais je ne suis pas sûr qu'elle se rende compte à quel point elle se contredit. Regarde ça. C'est un point sur lequel le président a toujours été très clair depuis le début de la guerre. Pour lui, la priorité absolue, c'est que les États-Unis démantèlent et retirent le matériel nucléaire. Donc je partage son analyse. Aujourd'hui, tout ça est littéralement enseveli. Je veux dire, les opérations Midnight Hammer et Epic Fury ont déjà considérablement affaibli le programme nucléaire. C'est pour ça que je rejette complètement l'idée qu'un accord, même un accord qui ne me satisfait pas sur le nucléaire, puisse être pire que celui d'Obama. Parce qu'on part d'une base totalement différente. Leur programme nucléaire et la partie liée à l'armement ont été détruits. So the nuclear program is entombed.
Donc, le programme nucléaire est resté figé depuis l'année dernière. Dans tous les cas, il n'y avait donc aucune raison de faire la guerre maintenant. Mais passons. Même si moi, je n'aime pas forcément cet accord. Et c'est intéressant parce que son langage corporel le montre. Elle baisse les yeux, elle répond du tac au tac. Elle évite le contact visuel, ce qui veut sans doute dire qu'elle n'aime vraiment pas ça. Mais ensuite, elle dit « Oui, mais c'est quand même bien mieux qu'Obama ». Donc elle essaie de dire « Regardez, il y a une porte de sortie ». Est-ce que selon vous, certains essayent de le pousser dans cette direction? Et est-ce qu'il va le faire? Le problème, c'est qu'il veut un trophée. Et tout ce qui concerne le matériau nucléaire enrichi, c'est une question de trophée. C'est pour ça que même si l'Iran avait proposé à plusieurs reprises, avant la guerre comme il l'avait déjà fait par le passé, de transférer son matériau enrichi existant à la Russie, et que la Russie avait accepté et présenté cette proposition au président, le président Poutine a fait cette même proposition au président Trump. Trump refuse maintenant d'envisager la moindre option, et la raison, c'est qu'il veut le trophée pour lui tout seul. C'est un peu comme un enfant qui veut un nouveau jouet. Et si cet enfant ne l'obtient pas, il fait une crise. Voilà où on en est. C'est presque comique, un peu comme dans Docteur Folamour, vous savez, ce film sur comment j'ai appris à aimer la bombe. En gros, c'est l'état d'esprit de Trump. Et c'est bien là le problème. L'Iran le sait très bien, et c'est justement pour cette raison qu'ils ne lui donneront rien. Ils ne lui offriront pas ce trophée, parce qu'ils considèrent que ce serait dangereux pour leur dissuasion à long terme. Ils ont besoin que le monde voie les États-Unis échouer, et que cette défaite soit perçue non pas seulement aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale, comme un échec stratégique et une humiliation sur la scène internationale. Parce qu'à leurs yeux, c'est la meilleure forme de dissuasion dont ils disposent. Et franchement, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient tort. Oui. Et maintenant, s'il y a ce groupe, à l'intérieur du premier cercle de Trump, qui essaie peut-être de dire « Hey, vous savez quoi, on devrait s'en emparer et affirmer que c'est mieux qu'Obama, quoi que ce soit », eh bien, il y a un autre groupe, mené par le général Jack Keane, qui semble toujours du côté de Hegseth. Ce que je veux dire, c'est qu'il est peu probable qu'ils changent. Peu importe l'accord qu'on met sur la table, à la fin, ils voudront récupérer tout ce qu'ils ont perdu et revenir à leur objectif initial. Donc dans l'accord, et nos négociateurs le savent très bien, il faut absolument prévoir des clauses pour empêcher au maximum que ça se produise. Deuxième point, on sait qu'ils vont tricher. Regardez ce qui se passe, rien que cette semaine, avec la violation du cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz. Qui fait ça? Ce sont les Iraniens. Et on a dû réagir. Regardez ce qu'ils ont fait au Liban. Le cessez-le-feu a commencé le 8 avril. Et depuis cette date, en moins de 2 mois, ils ont tiré plus de 900 roquettes et missiles sur le nord d'Israël. Plus de 1200 drones ont aussi été lancés vers le nord d'Israël, tout ça depuis le 8 avril. D'accord, juste un point là-dessus. Premièrement, l'Iran n'est pas au Liban en train de tirer sur Israël, contrairement à ce qu'il ne cesse d'affirmer. C'est lui qui se trompe ici. Il faut aussi rappeler que c'est Israël qui a envahi le Liban le 16 mars dernier. Donc c'est eux qui ont déclenché cette guerre, et maintenant ils en subissent les conséquences normales. Mais que pensez-vous du reste? Parce que ce soit quelqu'un comme J.D. Vance, comme Heinrichs, ou d'autres encore, ils se disent « mince » en voyant les fondamentaux dont vous parlez. Ils en ont conscience, ils comprennent que ça ne peut pas bien se terminer pour eux. Certains voient même venir une humiliation nationale, voire internationale. Mais alors, de l'autre côté, il y a ces autres personnes. À votre avis, que va faire le président Trump?
Et surtout, où va-t-on à partir de maintenant, dans le peu de temps qu'il nous reste avec vous? Where do we go from here in the last bit of time we have with you? Oui, enfin, c'est beaucoup d'aveux par projection, aussi bien de la part du général Keane que du président Trump. C'est les États-Unis qui ne cessent de violer le cessez-le-feu. C'est Israël qui continue de le violer. C'est Israël qui a déclenché la guerre au Liban, qui refuse de se retirer et d'arrêter de bombarder Beyrouth. Vous savez, si un enfant n'est pas tué quelque part par Israël chaque jour, on dirait que Tsahal est mécontente et que Bibi Netanyahou n'a pas eu son sacrifice rituel. Donc oui, il a raison sur un point. Il y a bien quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Il y a quelqu'un qui ne cesse de violer le cessez-le-feu. Ce sont les États-Unis et Israël. C'est eux, tout simplement. Le problème, c'est que le président est dans un état d'esprit où il refuse de conclure un accord. Il fera toujours obstacle. C'est pour ça que Joe Kent avait raison dès le départ. Si on comprenait la mentalité du président et les motivations du lobby israélien, on savait très bien qu'il ne signerait jamais d'accord. Donc, notre meilleure option, c'est de sortir de là. Je veux dire, le président en est même venu à demander autour de lui s'il pouvait renvoyer la vice-présidente, parce qu'il était furieux que Vance ne soit pas d'accord avec lui sur la guerre en Iran. Et là, tout le monde lui a dit non, non. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut essayer de faire de manière anticonstitutionnelle, mais même là, tout le monde reconnaît que ça va trop loin. Ça te donne une idée de son état d'esprit, de sa mentalité. Franchement, la seule façon dont on va s'en sortir, c'est si Trump, enfin, si les points de pression changent, si les alliés de la région ne sont plus alignés pour une intervention militaire. Surtout le Qatar, les Saoudiens, les Koweïtiens et Bahreïn. Bahreïn suivra simplement ce que feront les Saoudiens. Les Émiratis, eux, sont encore d'accord, parce que ces types sont complètement fous. Mais tous les autres veulent en finir, veulent que ce soit terminé. Ils doivent utiliser leur influence pour faire retomber la tension. Parce que, enfin, réfléchissez-y. Il y a une autre voie, et cette idée a déjà été évoquée avec le président. La manière dont l'Iran pourrait vraiment humilier Trump, ce serait, disons, en concluant un accord avec le Pakistan ou un autre pays. Imaginons qu'ils décident de le faire. La raison pour laquelle ils n'ont pas d'armes nucléaires, c'est l'autolimitation. Pas les sanctions étrangères, pas autre chose. Oui, c'est vrai, ils pourraient vraiment obtenir l'arme nucléaire s'ils le voulaient. C'est juste que leurs propres services de renseignement ont conclu qu'ils ne le souhaitaient pas. Pour deux raisons. D'abord religieuse. La fatwa qui l'interdisait, même si elle n'a plus vraiment de poids depuis que nous avons assassiné l'ayatollah. Mais aussi parce qu'ils ne veulent pas déclencher une course aux armements, une course nucléaire au Moyen-Orient. Ils savent très bien que si les Saoudiens s'y mettent, les Turcs suivront. Et là, on a un vrai problème. Mais aujourd'hui, on leur enseigne de plus en plus qu'ils en ont peut-être besoin malgré tout. La fatwa n'existe plus. Ils ont des relations avec le Pakistan, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, tous des pays dotés de l'arme nucléaire. Peut-être même qu'ils veulent en faire étalage. Par exemple, imaginons que tout à coup, sans prévenir, ils disent « Président Trump, regardez à 15 heures sur Press TV » et qu'ils diffusent l'explosion d'une bombe nucléaire lors d'un essai. Peut-être que ce serait juste pour la mise en scène, ou peut-être pour autre chose. Mais imaginez à quel point ce serait humiliant pour le président Trump. Au nom du désarmement nucléaire, il aurait en réalité inspiré et conduit à ce qu'ils obtiennent l'arme atomique. Ce serait l'humiliation suprême pour le président. Cette idée a d'ailleurs été évoquée avec lui cette semaine, que ça pourrait venir. Alors, espérons que toute cette peur le pousse davantage que la crainte du lobby pro-israélien ou la peur d'être comparé à Obama. Il peut éviter cette dernière en ne concluant tout simplement pas d'accord, mais qu'il se retire
et qu'il laisse le Qatar servir d'intermédiaire pour libérer les fonds. Comme ça, il pourra dire qu'il n'a pas envoyé d'argent, c'est le Qatar qui l'a fait, même si, en réalité, c'est bien notre argent qui passe par les banques qataries. Et alors, peu importe, tant que ça lui donne une couverture politique et que l'Iran obtient ce dont il a besoin. Mais il doit adopter la stratégie de Reagan. Quelle était la stratégie de Reagan après les attentats de Beyrouth? Se retirer et dire à Israël de se calmer. Tant qu'il ne fait pas ces deux choses, cette guerre va continuer, l'impasse va durer et l'économie mondiale va se rapprocher petit à petit de l'explosion. Eh bien, vous savez, ça fait des années que je le dis, et surtout à l'approche de tout ça, on risque paradoxalement de pousser l'Iran à se doter de la bombe, exactement ce qu'on prétend vouloir empêcher depuis toujours. On pourrait les y pousser nous-mêmes. Je prie Dieu pour que ce qu'on a dit au président ne se réalise pas, et qu'on ne découvre pas qu'on a franchi cette ligne. Parce que franchement, le jour où ça arrivera, le monde sera complètement différent de tout ce qu'on a connu de mon vivant. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas besoin. Alors ce serait le bon moment pour soit se retirer, soit négocier un accord, peu importe lequel, mais il faut en finir pour éviter que ça n'arrive. On va continuer à suivre la situation de près. Écoutez, je vous remercie vraiment d'être venu un samedi. Vraiment. Merci. Et d'ailleurs, pour que tout le monde soit au courant, tu as mentionné Joe Kent plusieurs fois. Il sera dans l'émission cet après-midi. On va parler de la façon dont certaines choses liées à Israël ont déclenché cette guerre et de la manière dont la situation continue de s'envenimer. Et tout récemment, on évoquait même, hier encore, un possible lien plus étroit entre les forces armées américaines et les forces de défense israéliennes, et ce que cela pourrait impliquer. Sommes-nous vraiment dans une logique America First? Il va en parler cet après-midi. Et puis, pour informer tout le monde, ceux qui aimeraient rencontrer Robert Barnes en personne, et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui regarde cette émission, ils auront l'occasion de le faire en août. Gary, si tu peux afficher ça à l'écran, si ce n'est pas déjà fait. Mais Robert, dis-nous un peu ce qu'est cet événement, auquel d'ailleurs je serai présent moi aussi. Exactement, oui. Vous pourrez rencontrer Daniel Davis en personne. Rencontrer aussi Alexander Makouris et Alex Christoforou de The Duran en personne. Rencontrer James Webb en personne. Et Chase Hughes également. En fait, il s'agit de la conférence annuelle du 1766 Law Center. Le 1766 Law Center a représenté tout le monde, des jeunes de Covington à Joe Kent, en passant par Robin Gritz, des lanceurs d'alerte, ou encore l'agriculteur Amish Amos Miller. En gros, c'est le principal moyen de financement pour soutenir de nombreuses affaires liées à la liberté financière, la liberté alimentaire, la liberté médicale et la liberté politique, face à l'état de surveillance, à l'état industriel, à l'agro-industrie, à Big Pharma, aux grands médias et à tout le reste. Mais ce sera une conférence sur 2 jours. Le programme est chargé, vraiment complet. On a même un ancien chef de la Maison-Blanche qui vient préparer le dîner pour tout le monde. Donc, tout le monde sera sur son 31. Je dois l'avouer, Larry Johnson sera là. Larry, c'est sans doute le plus impressionnant. Quand on l'habille en tenue de révolutionnaire, c'est incroyable. On dirait vraiment un général de la Révolution. Franchement, waouh! Et en plus, il a de l'assise, cette histoire. Oui, c'est clair qu'il le fait. Oui, regardez-le. On a Daniel Davis, on a tout le monde sur son 31. Alexander Makouris a vraiment l'air d'un général né pour ça. James Webb, lui, on dirait un colonel prêt à monter sur scène. Mais Larry Johnson, franchement, c'est lui qui a l'air le plus impressionnant de tout le groupe. Donc, bravo à Larry, c'est lui qui a la meilleure allure. Oui, il le fait, mec. C'est génial. Mais voilà, c'est tout. 1776lawcenter.com. 1776lawcenter.com. Oui, regardez vers l'avenir.
Venez tous nous voir, franchement. Vous pourrez rencontrer Robert Barnes, Larry Johnson, Alexander McCouris en personne. Et honnêtement, quel que soit le prix, c'est vraiment abordable. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. On a hâte de vous voir en août. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous un samedi. C'est vraiment apprécié. Merci à tous.